Bienvenue à vous, aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes le 13 avril et vous arrivez peut-être sur TV Vendée pour faire le point sur votre actu 100% Vendée du jour. Eh bien je suis très heureuse de vous retrouver, merci également pour votre fidélité, nous sommes ensemble du lundi au vendredi de 7h, j'allais dire de 7h mais non c'est toute la matinée sur TV Vendée, en direct de 7h à 9h et aujourd'hui nous revenons notamment sur le sauvetage qui a été assez compliqué. Vous en avez peut-être entendu parler. Sauvetage de Jan Herbert Jones, ce navigateur de la Golden Globe Race. Sauvetage au large de l'Argentine. En début de semaine, il a passé, tenez-vous bien, 26 heures enfermé dans son bateau qui a dématé en pleine tempête avec des creux de 7 à 8 mètres avant que les secours ne puissent le récupérer. On aura le récit de ce sauvetage dans le journal. Nous parlons de formation aussi ce matin avec deux cursus totalement différents qui vont inspirer peut-être nos futurs bacheliers. Le premier, c'est le BTS audiovisuel de Montaigu-Vendée, un BTS qui fêtait ce week-end ses 30 ans. Et de l'autre côté, la licence professionnelle aménagement paysager du lycée nature à La Roche-sur-Yon, donc option végétale, eau et biodiversité. C'est une formation qui a été demandée par les entreprises de la région pour répondre aux forts besoins de recrutement dans ce secteur. Une idée de sortie en intérieur également, si vous êtes actuellement en vacances en Vendée et que vous subissez un petit peu comme nous la météo de la semaine. Après une première édition en 2022, le Centre minier de Fémoro propose la suite de son exposition Mine et une brique. C'est une expo qui est dédiée à la petite brique de construction, ça vous l'aurez sans doute compris, et elle permet de mettre en image un siècle de vie de la commune tournée vers la mine, évidemment, à Fémoro. Si vous n'êtes pas allé par là, d'ailleurs, c'est le moment d'aller y faire un petit tour. Il y a beaucoup de choses à visiter sur la journée. Avant de retrouver ce reportage, je vous propose de parler météo, parce qu'on dit que c'est la journée la plus compliquée, prenez-le comme ça, de la semaine. Après, ça va un petit peu s'améliorer. Une grosse journée de pluie et de grisaille qui est prévue en Vendée ce jeudi. Dans les terres, beaucoup d'averses ce matin, des coups de tonnerre qui sont annoncés sur la côte et du vent, surtout sur le littoral, justement, 40 à 50 km/h, un petit peu moins dans les terres. Plus froid ce matin qu'hier, nous verrons le détail après le journal. Cet après-midi, eh bien, nous aurons toujours des averses, mais plus espacées. L'amélioration, elle devrait arriver par l'ouest, c'est-à-dire que le temps va s'assécher. Si vous êtes sur la côte, vous pourriez même avoir de belles éclaircies en fin d'après-midi. Le mercure, lui, va se stabiliser autour de 11-12 degrés dans le département pour ce jeudi après-midi. Pour les perspectives, eh bien encore de la grisaille et des averses demain vendredi, avant le retour d'un temps qui sera bien plus agréable à partir de samedi. Nous retrouvons nos horaires de marée dans ce contexte peu propice à la balade sur l'estran. Néanmoins, regardons quand même les horaires du jour. La pleine mer, c'est 11h15 pour ce jeudi. La prochaine basse mer, elle, c'est après l'heure du goûter, à 16h51, très exactement. Coef très bas, 44 pour ce jeudi. Les carburants, puisque nous sommes jeudi justement, on passe au classement des stations essence du département. Les prix les plus compétitifs, en tout cas pour celles qui ont communiqué leurs données. Le gasoil, c'est à Chaland que vous allez trouver le litre de gasoil le moins cher, à savoir 1,726 €. Nous enchaînons sur le 95E10. Avec un 95E10 qui est plutôt intéressant du côté du Poiré-sur-Vie, de La Roche-sur-Yon, de Belvigny ou encore de Montaigu-Vendée. Nous sommes à 1,84, 1,85. Alors, plus compétitif et intéressant, toute proportion gardée, évidemment, si on regarde les prix de l'année dernière. Le GPL, eh bien là, partons à Montaigu, avec 0,95 le litre de GPL, suivi de Chaland et de Luçon. La carte des marchés à présent avec nos rendez-vous du jeudi qui vont s'afficher à l'écran. Carte que vous pouvez également retrouver sur tvvendée.fr. Nous allons citer Saint-Germain-de-Princey, Chantonnay si vous êtes dans l'est du département, Champ-Saint-Père ou encore Avrier si vous êtes plutôt dans l'ouest. Et nous allons souhaiter une bonne fête au Ida, au Timéo ou encore au Meissa. La météo fait que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du Scrabble. Je vous donne des idées d'occupation. 8 clubs officiels qui sont recensés en Vendée par la Fédération française de Scrabble. La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne évidemment parmi les plus grandes villes, mais également les Landes-Génusson ou encore Pouzauges. Un petit dicton avant de vous donner les horaires du soleil. Soleil de Saint-Ida est riche
en mimosa, avec une pensée évidemment pour tous les habitants de Noirmoutier en cette période. Notre soleil, donc, il va se coucher à 20h51 aujourd'hui en Vendée. On passe au journal. Et nous entamons donc la 12e journée de mobilisation sociale en ce jeudi 13 avril. Une date qui est loin d'être choisie au hasard puisque nous sommes à la veille de connaître la décision du Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites. C'est demain qu'il officialisera sa position et dira donc s'il estime le texte constitutionnel et si le référendum d'initiative partagée demandé par la gauche est recevable. D'ici là, manifestation aujourd'hui à Fontenay-le-Comte, ce sera à 16h, ce sera 17h30 pour Challans, 18h pour les Sables d'Olonne. À La Roche-sur-Yon, la mobilisation est prévue ce matin à 10h30. Elle sera suivie d'un pique-nique aux abords de la préfecture. Et dans le cortège, des étudiants qui viennent de se fédérer en collectif, Union étudiante, pour que la mobilisation ne faiblisse pas pendant les congés de printemps. C'était essentiel pour nous, le fait qu'on soit représenté et le fait qu'on soit une force collective qui vienne du bas pour gravir petit à petit les échelons, quitte à monter une association par la suite. La veille des vacances, c'est compliqué et la veille des partiels d'autant plus, mais on compte vraiment inviter des intervenants extérieurs pour qu'ils nous aident et qu'ils sensibilisent les étudiants. On appelle tous les étudiants à faire un cortège étudiant avec l'Union étudiante pour rejoindre ensuite le point de ralliement de la manifestation qui aura lieu boulevard Sully. Et notez que d'autres mouvements sont aussi prévus demain en Vendée, à l'issue du Conseil constitutionnel. Un rassemblement, notamment à 18h, ce sera à La Roche-sur-Yon devant la préfecture. Même chose à Challans, même heure, 18h. Et là, ce sera place de la mairie. Si vous étiez avec nous mardi matin, vous avez peut-être entendu notre invitée de 8h15, à savoir la directrice territoriale de Pôle emploi Vendée. Les besoins en main-d'œuvre dans le département sont toujours très importants, un petit peu moins nombreux que l'année dernière, en pleine période de reprise post-Covid, mais encore très significatifs, notamment dans toute la moitié est de la Vendée, que ce soit autour de Montaigu-Vendée, des Herbiers, de La Roche-sur-Yon ou encore de Fontenay-le-Comte. C'est le résultat de l'enquête annuelle de Pôle emploi. Un petit peu plus de 4000 entreprises vendéennes ont été sondées sur leurs intentions d'embauche. Ce sont surtout des contrats à l'année, en grande partie dans les services qui sont proposés. On s'attendait effectivement à confirmer la bonne dynamique. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des difficultés de recrutement pressenties encore plus fortes que l'année précédente. Ce qui est intéressant, ce que l'enquête nous confirme, c'est que les entreprises qu'on voyait recruter autrement embauchent aussi autrement, puisqu'on voit une accélération des recrutements pérennes. Ils ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. Et pour aller donc plus loin sur le sujet, savoir dans quel secteur notamment il y a le plus de contrats, eh bien vous pouvez revoir justement l'entretien d'Anne Daucher sur le plateau de la matinale, c'est sur tvvendée.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Vendée Actu. Il est hors de danger. Le navigateur Ian Herbert Jones est passé près du drame lundi dans l'Atlantique Sud, au large de l'Argentine, concurrent Lanterne Rouge de la Golden Globe Race, la course en solitaire, sans escale ni objet moderne, qui est partie des Sables d'Olonne en septembre dernier. Eh bien, l'Anglais a dématé en pleine tempête. Il a dû attendre 26 heures, blessé au dos, blessé à la tête, avant que les secours ne puissent l'approcher pour le récupérer. Le récit de ce sauvetage avec Alexandre Lenaour. En course dans la catégorie Chichester, tout a basculé pour Ian Herbert Jones ce lundi au 218e jour de course. Alors dans l'Atlantique Sud, il fait état au PC Course par téléphone d'une météo catastrophique, 50 nœuds de vent de moyenne avec des rafales atteignant jusqu'à 80 nœuds. Il a eu une forte dépression avec une mer assez courte qui produit des vagues très pentues et le bateau a chaviré, il a dématé. Il s'est blessé. Le contact avec le skipper se fait par intermittence, mais la situation se dégrade. Le Britannique est projeté hors du cockpit à 2 reprises, blessé au dos et au crâne. Il est alors 20h heure française ce lundi quand le navigateur déclenche sa balise de détresse. La chaîne de recherche et de sauvetage se met en route sous la coordination des autorités maritimes argentines. On savait cependant qu'il y avait des bateaux de pêche à côté, des bateaux de pêche taïwanais. Cela dit, les Argentins ont eu du mal à les contacter. Ils ont travaillé sans relâche, ils sont passés par l'ambassade de Taïwan en Argentine, par le ministère de la Pêche, de manière à pouvoir les joindre. Et à partir du moment où les Taïwanais ont été joints, ils ont mis à disposition 3 bateaux
qui ont fait cap sur Yann. Le PC Course reste alors en contact avec le Britannique par message et liaison téléphonique. Le mât de son bateau est alors suspendu sur le côté, mais impossible de couper le gréement pour s'en débarrasser. La coque risque d'être endommagée. Oui, de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, mais je pense que c'est sous contrôle. Et comment va le dos ? Douloureux, j'ai du mal à bouger comme je voudrais. Je me suis fait une entaille au niveau de la tête. Mardi à 12h, Jan Herbert-Jones donne des nouvelles rassurantes au PC Course alors que les conditions météo s'améliorent. Avant la délivrance, 26 heures après avoir déclenché sa balise de détresse, le Zida Wang, le premier navire de pêche taïwanais à s'être dérouté, est en vue. Le Britannique monte à bord à 21h30 heure française. Tout s'est passé très très vite et à la faveur d'une vague qui a mis Puffin à la bonne hauteur, il s'est agrippé à une échelle de corde qui avait été lancée par le côté et il est monté. Nous avions demandé à Yann de s'aborder son bateau. Le sauvetage s'est fait tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir la vanne pour couler son bateau. Jan Herbert-Jones fait maintenant route vers l'Afrique du Sud et la ville du Cap, où son arrivée est programmée le 20 avril. Et c'est une histoire qui pourrait inspirer ces professionnels de l'image qui étaient réunis à Montaigu-Vendée ce week-end. Leur point commun, ils sont tous passés par le BTS audiovisuel du lycée Léonard de Vinci, une formation qui fête cette année ses 30 ans. En sortie d'école, ils sont devenus réalisateurs, chefs opérateurs ou encore chargés de production. Parce que ça fait 30 ans moi que je suis sorti de ce BTS audiovisuel et c'est vrai que déjà on y est attaché sentimentalement. On est content de voir nos anciens camarades et puis c'est assez sympa parce que même les plus jeunes en règle générale, quand on se croise et qu'on se rencontre, quand on a fait Montaigu, il y a tout de suite quelque chose qui se passe parce qu'il y a une espèce de fraternité. Même si on ne se connaît pas, en fait, on fait partie du même club, de la même communauté, en fait. Voilà. Et puis évidemment, on y pense tout le temps, tout ce qu'on a appris au BTS audiovisuel aujourd'hui, même encore aujourd'hui, 30 ans après. La formation du lycée Léonard de Vinci se fait en 2 ans dans des domaines théoriques, techniques et artistiques. L'admission, elle est possible après le bac avec un bon niveau dans toutes les matières. Une option audiovisuelle, des loisirs tournés vers l'image ou encore un stage professionnel dans le domaine font partie des critères de sélection. Formation toujours, mais dans un tout autre domaine, à savoir au lycée Nature à La Roche-sur-Yon. Une rentrée prochaine avec une licence professionnelle aménagement paysager, un parcours végétal, eau et biodiversité. C'est une formation en alternance qui serait la première en France et qui répond aux besoins des entreprises de la région qui recrutent donc massivement. Entre 10 et 15 places seront ouvertes en septembre. On a une culture notamment en aménagement paysager qui était très horticole à la fin du siècle dernier, on va dire. Les entreprises privées se sont beaucoup orientées sur la construction paysagère sur les dernières décennies. Et là, on sent qu'il y a une attente de la société qui est différente avec un retour du végétal. Et du coup, dans les entreprises, on attend que la nouvelle génération, elle apporte les compétences pour répondre à ces nouvelles attentes de la société. Il ne fait pas beau cette semaine, les prévisions météo, on l'a vu, ne sont pas très optimistes avant samedi. Vous cherchez donc peut-être des idées de sortie à l'abri. Si vous êtes amateur de briques, partez du côté de Fémoro, dans l'est de la Vendée. 1 an après une première exposition consacrée à la vie sous terre, le centre minier de Fémoro remet le couvert et propose la suite de son exposition Mine et une brique. Cyril Guillet. En 2022, on s'est lancé dans l'aventure des briques Lego avec une première exposition Mine et une brique Lego où on présentait plus le travail du fond de la mine avec vraiment les métiers du fond, la naissance du charbon avec le carbonifère. Et en 2023, l'idée c'était de repartir d'une feuille blanche. Là, on est plus sur la cité minière avec les différents quartiers qui vont être mis en valeur par des briques mais surtout des personnages Lego. Avec cette architecture art déco, l'Hôtel des Mines, créé en 1918, était le lieu de toutes les fêtes et manifestations vraiment ici à Fémoro, mais également le lieu où très souvent on se prenait en photo, nos photos d'archives le montrent. On a des photos Mardi Gras, on a des photos du foot. L'équipe de foot se prenait en photo devant l'Hôtel des Mines.
On est en plein cœur du village avec la chapelle, la place du marché et la ruche, l'ancienne coopérative donc pour les mineurs. C'est jour de marché, donc vous voyez ici vraiment ce côté, ce marché très animé. La chapelle, une procession sort donc de la chapelle et vous avez également l'harmonie des mines. Il faut savoir qu'ici on avait un important tissu associatif, que ce soit culturel ou sportif. Cette grosse maquette représente vraiment le parc de la verrerie et dans ce parc, on a cette verrerie créée en 1836 qui produisait bouteilles, cloches de jardin et bocaux, plus d'1 million de bouteilles par an. On a eu ici sur Fémoro certes l'extraction du charbon, mais de nombreuses entreprises se sont formées autour. La verrerie en est un exemple, mais on a également tuilerie, briqueterie et les fours à chaud, et notamment les fours à chaud de Benay. Et justement, la visite se termine par la plus imposante des maquettes, celle des fours à chaud de Benay, une construction qui a nécessité près de 40 000 briques. Dans ce même espace, un atelier pixel art est proposé aux petits et aux grands. Et c'est donc une exposition à Fémoro, dans l'est du département, aux confins des Deux-Sèvres. Voilà pour l'actualité du jour. Complétons avec les prévisions météo détaillées de ce début de journée. De la pluie, des coups de tonnerre, nous l'avons déjà évoqué, coups de tonnerre sur le littoral vendéen. Les températures, elles baissent aussi un peu par rapport à hier. 4 degrés sur toute la frange sud de la Vendée, 5 dans le bocage et sur le littoral, jusqu'à 8 sur l'île Dieu. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Après Paluo hier, je vous propose une petite virée à Chantonnay dans quelques instants avec notre Plus Info du jour. On aura du vélo à Essart en bocage aussi et du pain au Sable d'Olonne. Nous commençons donc avec le plus de l'info et nous partons à Chantonnay pour parler du plan de mobilité simplifié, plan que la communauté de communes, le pays de Chantonnay donc, vient d'adopter. 18 actions à mettre en place sur les prochaines années pour laisser de plus en plus la voiture au garage. Moi, j'appelle ça qu'on est une espèce de boîte à outils dans lequel notre citoyen va pouvoir venir puiser. C'est-à-dire que, alors évidemment, la porte d'entrée pour nous, c'est la ligne 14 et le train, parce qu'effectivement, on ne peut pas penser sur nos territoires avoir un train et se dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc, effectivement, c'est la première porte d'entrée. Mais après, on a le transport à la demande, on a le covoiturage, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens covoiturent, mais ne connaissent pas toutes les astuces qu'on peut avoir. Et puis demain, on va travailler sur le plan vélo et travailler aussi sur comment est-ce qu'on peut aider les gens à essayer le vélo, pourquoi pas à assistance électrique, pour pouvoir demain se déplacer sur notre territoire. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est 30% de gens qui font entre 5 et 6 km par jour pour aller travailler. Donc pourquoi utiliser la voiture ? Nous avons pris la compétence mobilité en juillet 2021. Ensuite, nous avons travaillé à partir de janvier 2022 avec un cabinet d'audit qui s'appelle Tecurbis sur un plan de mobilité simplifié. Donc on n'a pas travaillé seul, on a travaillé avec les associations, les chefs d'entreprise, on a travaillé avec la population à travers différents outils, des enquêtes, des tables rondes, pour qu'on puisse proposer sur notre territoire ce qu'on appelle le plan de mobilité simplifié, avec 5 axes et 18 actions. Aujourd'hui, c'est ce qui nous anime, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de travailler avec la plateforme Carrosse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui covoiturent, qui ne connaissent pas tous les avantages qu'on peut avoir sur du covoiturage. Et c'est là encore, cette plateforme a été choisie pas aux yeux avec le regard des élus, mais vraiment avec le regard, l'avis des entreprises pour qu'on puisse correspondre le mieux possible à la demande des gens qui travaillent sur le territoire. Carrosse, c'est une solution de covoiturage du quotidien qui fonctionne via une application aujourd'hui de mise en relation des utilisateurs dans leur trajet domicile-travail. On est vraiment sur des petites distances, en général entre 20 et 25 km. Et en Vendée, Carrosse accompagne est leader du sujet avec plusieurs EPCI partenaires, dont Montaigu, Terre de Montaigu par exemple, agglomération, et d'autres lancements à venir.
Dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui domicile-travail. Mais effectivement, moi, j'espère que demain, après-demain, on aille au-delà du domicile-travail pour qu'on ait, sur nos territoires ruraux, on ait exactement les mêmes outils à notre disposition que quand on est dans l'urbain. Et notez que si vous habitez dans le pays de Chantonnay, à partir du mois de juillet, vous allez pouvoir vous aussi donner votre avis sur cette feuille de route. On va rester dans le thème et nous allons parler vélo maintenant. C'était un des sujets du journal mardi lors de la reprise de la matinale. Le Vélo Club d'Essarts en Bocage mise beaucoup sur la nouvelle génération pour donner un nouveau souffle à l'association. Un animateur a récemment été embauché pour encadrer les jeunes licenciés dont les plus jeunes ont 4 ans. Et cet animateur a besoin de nous. Écoutez. Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous le voyez derrière nous, on se retrouve au vélo, on est au club des Essarts. Qu'est-ce qui se passe dans ce club, qu'est-ce qu'on y fait exactement? Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, on accueille les jeunes de l'école de vélo, enfin c'est Arnaud, l'éducateur du club, qui les accueille pour la séance d'entraînement. Donc on a un petit parking situé au niveau du complexe sportif qui nous permet d'accueillir les jeunes et puis de les entraîner sur les différentes épreuves qu'ils auront à faire lors des compétitions tout au long de l'année. Et alors pour encadrer tous ces jeunes qu'on voit derrière, il faut des bénévoles, il faut des bras, il faut du monde. Il faut du monde. Alors Arnaud est éducateur au sein du club, employé toute l'année, mais il faut beaucoup de monde parce qu'il a un groupe d'une quinzaine d'enfants. On a certains enfants qui ont certaines pathologies. On a Lucas qui est autiste, donc il faut une attention particulière. Donc on demande toujours à des parents de venir encadrer. Là on a deux jeunes qui sont au niveau du club en catégorie minime et cadet qui vont venir aussi les accompagner sur la route. Donc oui, il faut souvent du monde pour encadrer ces petits jeunes. Ça va quand même de l'âge de 4 ans à 14 ans en école de vélo. Et pour encadrer ces jeunes, est-ce qu'il faut forcément faire du vélo? Est-ce que n'importe qui peut venir encadrer? Alors c'est mieux de faire du vélo, mais par exemple pour l'espace qui est derrière nous au niveau des jeux d'adresse, souvent les parents, que ce soit les papas ou les mamans, peuvent nous aider à relever les quilles, les barres, etc. Donc non, il n'y a aucune disposition particulière. D'ailleurs, on a la maman de Lucas qui cette année a décidé de passer le concours arbitre et qui ne fait pas de vélo. Donc on peut tout à fait venir aider le club pour encadrer les jeunes. Et bien, vous l'avez compris, que vous soyez passionné de vélo ou que vous ayez tout simplement envie de venir aider le club des Essarts, n'hésitez pas à contacter l'association. Les coordonnées vont s'afficher. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a un exercice qui commence. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre la centaine de licenciés que compte déjà le Vélo Club Essartais, des portes ouvertes sont prévues au mois de juin. Un petit peu d'écho pour terminer. Avec le fournil de Pépette, c'est son nom, qui reçoit aujourd'hui les caméras du Mageco, l'entreprise lancée par Léo et Estelle en février 2022 du côté des Sables d'Olonne, fait du pain au levain naturel. Le levain a beaucoup d'aspects bénéfiques. Pour la santé, hein, évidemment. Pour la santé. Ça rend le pain beaucoup plus digeste. Ouais. Ça a énormément d'apports nutritionnels. Ça va permettre au pain de se conserver plus longtemps. Après, il y a quand même des contraintes, mais ça, c'est pour le boulanger. On dit que c'est assez exigeant de fabriquer très exigeant. du levain. Alors pourquoi? Parce que le levain, c'est pas comme la levure. La levure, on va prendre le bloc de levure, on va la mettre dans la pâte. Et la pâte, elle va être prête rapidement. Et la levure, on peut la mettre n'importe quand. On la conserve au frigo, tout va bien. Le levain, il faut le rafraîchir tous les jours. Donc le rafraîchir, ça veut dire donner à boire et à manger, donc farine et eau. On va le rafraîchir. Après ce rafraîchi, il sera prêt qu'à une certaine heure en fait. D'accord, ok. Donc on pourra travailler la pâte quand le levain sera prêt. Ok. Donc ça demande un certain temps. Et pour ça, nous, on a un outil qui s'appelle un pH-mètre. Donc on mesure le pH du levain, donc l'acidité. Et on sait qu'à telle acidité, il peut être utilisé. Et donc il pourra produire assez de CO2 pour faire lever la pâte. Ça veut dire qu'en montée justement de la pâte, ça te prend combien de temps par exemple pour ce pain là, nous, depuis quand? Ça dépend des pains, mais en général, ça prend une vingtaine d'heures. Ah oui, quand même. D'accord. On fait des fermentations très longues, très lentes. Une partie au chaud, puis une partie au froid.
pour ralentir un peu la fermentation et ça continue de fermenter. Et le lendemain matin, on cuit nos pâtes. Donc là, en fait, Florian, aujourd'hui, il a fait les pâtes qu'on va cuire demain. C'est ça. Et le levain, de demain. on l'a rafraîchi la veille. Donc c'est vraiment des process sur 3 jours, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le Mageco, c'est au fil de la journée sur l'antenne ainsi que sur nos différentes plateformes. On va passer la petite minute qu'il nous reste à parler du jeu de la matinale. On part dans les coulisses du Puy du Fou. Enfin, les coulisses. Vous y êtes peut-être allé. Il a rouvert ses portes ce week-end. On parle en tout cas de la nouvelle attraction, le Mime et l'étoile. Vous avez jusqu'à demain midi, ce vendredi à la mi-journée, pour me dire à quelle époque historique fait référence le nouveau spectacle du Puy du Fou. Indice du jour, à cheval sur 2 siècles. Et à la clé, c'est la Comédie Bisquet, notre partenaire cette semaine, le Café-Théâtre de La Roche-sur-Yon. 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour Paisible Retraite, une comédie avec un duo de choc en EHPAD. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain à 7h. Bon pied, bon oeil. D'ici là, passez un très bon jeudi et à demain.